Mesdames, Messieurs, quelques mots d'abord pour vous remercier pour l'accueil que vous nous faites à l'occasion de ce colloque et également pour l'action que mène votre organisation, Monsieur le Secrétaire Général, pour tenter de coordonner les politiques économiques, nous en avons besoin, de recommander les bonnes pratiques au plan de la politique économique, nous en avons aussi besoin, et de permettre aux États membres de réfléchir aux meilleurs moyens de sortir de la crise. C'est la question que vous posez. Quand allons-nous sortir de la crise? Je veux dire que je me la pose aussi, parce que cette crise est longue, très longue, trop longue. Elle a commencé en 2008 et elle a pris des formes multiples depuis 5 ans. Sûrement faut-il la nommer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire d'abord une crise de la finance dérégulée. Mais elle n'est déjà plus cela. Elle est aussi une crise économique et donc une crise politique. Le premier acte, il est venu des États-Unis, avec un secteur bancaire qui s'était arrogé tous les moyens, tous les pouvoirs, tous les instruments, au détriment des épargnants et du secteur productif, et avec des dérives dont la spéculation s'est emparée. Un système financier s'était donc développé en marge de l'économie réelle et avec ses propres références, ses propres normes, ou devrais-je dire son absence de toute norme. Les inégalités se sont creusées, pas simplement d'ailleurs aux États-Unis, mais dans l'ensemble des pays développés et même au-delà. Inégalités dont nous n'avions jamais eu connaissance depuis l'histoire même du capitalisme. La bulle financière s'est donc un moment produite et elle a fini par éclater. Le deuxième acte de cette crise, il est européen. Avec la crise des dettes souveraines, les marchés ont découvert qu'ils pouvaient renchérir, dès lors qu'il y avait risque, les conditions de financement des États eux-mêmes. Avec un autre mécanisme qui s'est également ajouté, qui a lié les banques et les États. La fragilité des unes faisant la vulnérabilité des autres. Et puis le troisième acte, nous le vivons aujourd'hui. C'est la prolongation de la dépression en Europe à travers la poursuite de politiques d'austérité dans les pays qui, justement, avaient été regardés comme les plus vulnérables, devrais-je les citer. La Grèce, mais pas seulement la Grèce. L'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Ces politiques n'ont pas été sans effet. Elles ont permis à ces pays-là, dans les meilleures circonstances, de retrouver l'accès au marché. Mais ces politiques d'austérité, dès lors qu'elles n'ont pas été compensées par des politiques de relance dans les pays excédentaires, en termes de paiement courant, ont provoqué un ralentissement de l'économie européenne, voire même une récession. Ce constat, vous le connaissez. Mais il doit être fait. Car sinon, comment faire comprendre à nos peuples, à nos opinions publiques, ce qui est en train de se produire? La crise, d'abord financière, puis budgétaire, est devenue une crise économique. Et donc, pour la régler, nous devons à la fois traiter la finance, ce qui d'ailleurs a été engagé depuis plusieurs années, traiter la question budgétaire, mais aussi répondre à la question du soutien de l'économie. J'ai deux convictions fortes. La première, c'est que dès lors que cette crise est globale, elle ne pourra être traitée que globalement. C'est-à-dire économiquement, socialement et politiquement.
Ma seconde conviction, c'est que l'issue de cette crise, qui viendra, qui arrive, ne sera pas le retour au statu quo ante, au monde d'avant. Nous devons donc en bâtir un autre, un nouveau monde, un autre monde, celui que vous avez inscrit au programme de votre colloque. La France doit prendre sa part à la construction de ce nouveau monde. Et pour y contribuer, je me situerai d'abord au niveau de la politique économique que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault conduit depuis 11 ans. J'ai fixé un objectif, le redressement productif et budgétaire de la France, avec 3 grands principes d'action. Le premier, c'est le retour progressif à l'équilibre des comptes publics. Non pas pour je ne sais quelle raison de système, quelle obstination théorique, mais tout simplement parce que, comme chef de l'État, je ne peux pas laisser reposer sur les générations futures le poids de la dette. Ce serait de l'irresponsabilité, de l'aveuglement. Je rappelle quelques chiffres pour ce qui concerne la France. Il y a 10 ans, le déficit public, qui était déjà considéré comme trop important, représentait 1,5-1,6% de la richesse nationale. Et la dette était autour de 57% du PIB. Aujourd'hui, je devrais dire en 2012, le déficit était de près de 5% en 2011, 5,2, il sera de 4,7, 4,8 en 2012. Et la dette publique, elle représente 1800 milliards d'euros, plus de 90%. Et si rien n'est fait, nous serons à 100% dans les prochaines années. Je m'y refuse. D'où la politique de sérieux budgétaire, mais qui doit elle-même se fixer des objectifs et donc ne pas entamer la reprise de la croissance que nous devons favoriser et stimuler. C'est pourquoi la solution à cette crise n'est pas l'austérité, c'est la crédibilité, c'est la soutenabilité, c'est la stabilité. C'est dans cette perspective que le gouvernement va présenter à la Commission européenne et avant au Parlement français le programme pour retrouver l'équilibre de nos comptes publics à moyen terme. Je rappelle les efforts que nous avons faits déjà depuis 1 an. Rien que sur les années 2012-2013, la réduction des déficits, indépendamment de tout effet de conjoncture, représentera 3% de la richesse nationale. 3%. Ça n'avait jamais été fait dans notre pays. Et c'est donc considérable. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement français plaidera auprès de ses partenaires, mais je sais que nous avons déjà été entendus par un certain nombre d'organisations, pour que le retour au déficit à 3% du PIB soit repoussé d'1 an, décalé d'1 an. Pourquoi? Pour différer les choix? Non, puisque j'ai maintenu le cap, réaffirmé la trajectoire, et notamment annoncé que les dépenses publiques de l'État en 2014 seraient à un niveau inférieur à ce qu'elles seront en 2013. L'objectif, il doit être sur le niveau de la dépense. Ensuite, il peut y avoir des effets de conjoncture. Mais l'engagement que je prends, au-delà de la trajectoire que nous fixons, c'est sur le niveau de la dépense, sur les économies. L'amélioration des comptes publics, d'ailleurs, en 2014 en France, proviendra aux 2/3 d'économies et pour le reste, de prélèvements. Et entre 2015 et 2017, c'est par des réformes structurelles que le redressement s'opérera. Et non pas par des coupes automatiques, dont on voit que, si elles sont faites à l'aveugle, elles provoquent des dégâts sociaux considérables. Parce qu'à un moment, c'est sur l'éducation, la formation, l'investissement
que se font les ajustements, c'est-à-dire sur la préparation de l'avenir, les conditions même de la croissance. Parce que ce que je veux, c'est le sérieux budgétaire, indispensable pour le désendettement à moyen terme, mais c'est aussi la croissance. Parce que sans la croissance, il n'y aura pas la réduction des déficits. Et s'il n'y a pas un engagement en termes de compte public, il n'y aura pas le retour de la confiance, donc la croissance. Tout se tient. Et c'est pourquoi le deuxième principe de la politique économique que le gouvernement conduit, c'est de mettre en œuvre une stratégie d'investissement. C'est le pacte de compétitivité qui a été présenté, le crédit d'impôt qui l'accompagne pour favoriser l'emploi, l'investissement, l'exportation. De la même manière, j'ai identifié plusieurs filières d'excellence qui devront être soutenues, y compris par une mobilisation exceptionnelle de l'épargne. Je pense au logement, au numérique, à la rénovation thermique et plus largement à la transition énergétique et aux nouvelles technologies. Parce que c'est là que ça se joue, la croissance de demain. L'État, de ce point de vue, doit changer. Et j'entends un certain nombre de recommandations qui nous sont faites. D'abord, l'État doit être le garant de la stabilité de règles. C'est pourquoi j'ai annoncé la pérennisation de tous les dispositifs fiscaux en faveur des petites et moyennes entreprises et en faveur du soutien à l'innovation, à la recherche. Tout au long du quinquennat, ces dispositifs seront préservés, quoi qu'il arrive. Deuxième engagement que doit faire l'État, c'est de simplifier la vie des agents économiques, entreprises comme particuliers, en simplifiant les procédures, en raccourcissant les délais, en accélérant les décisions. Ce que je crois profondément, c'est que le mode d'action des États et des acteurs publics n'est plus adapté à la situation économique. C'est trop lent, c'est trop lourd, et qu'une grande partie de l'insatisfaction de nos concitoyens, c'est de voir qu'au-delà des décisions qui sont annoncées, votées et même appliquées, ça met trop de temps par rapport à l'urgence pour les entrepreneurs, lorsqu'il s'agit de leur donner les conditions d'investissement, pour les particuliers pour leur envoyer des messages pour la consommation, ou pour leur achat de biens durables, ou pour les transitions énergétiques. Les signaux ne peuvent plus être simplement indicatifs, ils doivent être réels, traduits dans la vie quotidienne. Le troisième principe, c'est le soutien à l'emploi. Comment peut-on accepter les niveaux de chômage que nous connaissons, le chômage des jeunes et le chômage des seniors? C'est tout le sens de ce que nous avons fait pour la réforme du marché du travail. Et je salue les partenaires sociaux qui ont pris cet engagement, que nous avons d'ailleurs traduit sous forme législative. C'est aussi ce que nous avons introduit, le contrat de génération. Et c'est ce que nous devons faire pour l'emploi de ces jeunes qui sont les plus éloignés du marché du travail. Ce n'est pas simplement un problème français, c'est un problème européen. Et d'ailleurs, dans le budget de l'Europe, il y aura une disposition financière particulière pour le soutien à l'emploi des jeunes. Le gouvernement veut maintenant aller plus loin avec la même méthode sur la formation. J'avais le chiffre qui m'était donné ce matin. Le nombre de demandeurs d'emploi en France qui accèdent à la formation a reculé en 2011. Alors c'est tout l'inverse qu'il faut produire. C'est-à-dire, je veux qu'à travers une négociation, les moyens de la formation professionnelle soient redéployés vers les demandeurs d'emploi, vers les jeunes, vers les salariés qui sont victimes d'un certain nombre de mutations et qui doivent être qualifiés pour de nouveaux emplois. Eh bien, ça sera la deuxième étape de la réforme que nous allons engager en matière d'emploi. Voilà ce que nous faisons en France. Le sérieux budgétaire, condition de la crédibilité. L'investissement, nécessité pour préparer la croissance. Et
l'amélioration de la formation, des conditions d'emploi, de la préparation des mutations, indispensable pour lutter contre le chômage structurel qui est en train de s'installer dans notre pays et en Europe. Parce que c'est le deuxième niveau sur lequel je veux intervenir, où la France est attendue, le niveau européen. La zone euro est en récession. Jamais le chômage n'avait été aussi élevé depuis l'introduction de l'euro. Je ne fais pas de relation, comme certains voudraient essayer de l'introduire. Ce n'est pas parce qu'il y a l'euro qu'il y a la crise. C'est parce qu'il y a une insuffisance d'Europe que la crise se poursuit. Et donc aucun pays ne s'en sortira seul. Et même celui qui paraît le plus protégé par son haut niveau de compétitivité finit par être atteint par la dépression et par la récession. Je ne veux pas accabler l'Europe, je veux la défendre, y compris pour ce qu'elle a fait depuis un an. La zone euro a été préservée dans son intégrité. Ce n'était pas sûr, ce n'était pas écrit. Et quand je suis arrivé aux responsabilités de la France au mois de mai dernier, la question était posée. Est-ce que la Grèce va rester? Est-ce que l'Espagne pourra tenir? Est-ce que l'Italie ne va pas craquer? Eh bien, que ce que nous constatons depuis maintenant près d'un an, c'est que même si ça a pris trop de temps, j'en conviens, sur la Grèce, sur la Chypre, et même sur l'Espagne, aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que la zone euro a été préservée. Aucun des membres n'a été abandonné. Et c'était une condition indispensable pour retrouver la confiance. L'Europe a également été capable, ce n'est pas non plus une évidence que de le dire aujourd'hui, de réintroduire de la stabilité sur le plan financier, avec la création de l'union bancaire, c'est-à-dire des règles partagées, des principes communs qui s'imposent à tous, avec une autorité de supervision, de résolution, et avec une possibilité de recapitaliser les banques sans qu'il en coûte quoi que ce soit à l'épargnant et aux contribuables. Et la France, là encore, a pesé de tout son poids. Elle a même pris les devants en faisant voter une loi bancaire dont on me dit qu'elle ne va pas assez loin. Nous sommes les premiers à la faire voter en Europe. Les premiers, avant même les dispositions que prévoit la Commission européenne. Qu'est-ce que fait cette loi bancaire? Elle sépare les activités spéculatives des missions de dépôt et de crédit. Elle permet également de responsabiliser les banques, de protéger les épargnants. Les banques ne pourront plus être actionnaires de fonds spéculatifs. Et dans le même temps, les banques françaises financeront le fonds qui, justement, sera destiné, en cas de crise, à sauver des établissements sans qu'il en coûte, là encore, quoi que ce soit aux contribuables. Donc je veux saluer ce qu'a fait l'Europe sur le plan de l'intégrité de la zone euro, de l'union bancaire, des mécanismes d'intervention pour venir en soutien aux États qui étaient en difficulté. Mais en même temps, je veux aussi souligner ce qu'elle n'a pas fait, ou n'a pas fait suffisamment, et notamment en termes de croissance. Certes, et c'était aussi une initiative française, nous avons fait adopter un pacte de croissance, 120 milliards d'euros, dont nous voyons aujourd'hui quelques traductions en termes de prêts de la BEI, de mobilisation des fonds structurels. C'est bien. Mais l'Europe doit faire davantage. Je ne parle pas simplement de son budget. Je parle de ces fonds qu'elle pourrait mobiliser, de ces emprunts qu'elle pourrait lever. C'est toujours mon idée. Parce que ce que l'Europe a été capable de faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après des conflits terribles entre nations, c'est-à-dire capable de créer une communauté, à l'époque c'était sur le charbon et l'acier, l'Europe doit, après cette crise, être capable de mettre en commun un certain nombre de politiques. Et je pense notamment au plan énergétique, au plan de l'infrastructure, au plan des transports. Et je crois que les idées progressent d'abord entre entreprises. Un certain nombre sont représentés ici et entre les États. Est-ce que nous pourrons le faire
à 27, à 28? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, la France et l'Allemagne doivent avoir cette volonté. Y compris parce que nous n'avons pas les mêmes politiques énergétiques et que nous pouvons faire ensemble, sur les énergies renouvelables, un certain nombre de choix. La sortie de la crise de la zone euro ne passera pas par une recette unique ou simpliste. Certains voudraient nous faire croire que la solution consisterait à réduire encore plus vite les déficits. Mais chacun connaît le risque. C'est qu'il n'y ait aucun résultat en termes de rétablissement des comptes publics, parce qu'il y aura une récession qui se prolongera. Et j'en connais les conséquences. Le chômage et le désarroi des peuples. Et avec la montée d'un certain nombre de populistes, il n'y a pas besoin de les inventer, ils sont là, déjà là. Ça, c'est la première politique qui nous est proposée. Allez encore plus vite, encore plus loin, encore plus fort, au risque de casser la machine économique. D'autres voudraient trouver des échappatoires. Laisser penser qu'en laissant filer les déficits, et je sais que ce n'est pas l'idée qui, ici, est proclamée, nous pourrions faire du keynésianisme à bon compte. S'il était prouvé que plus de déficit fait plus de croissance, ça se saurait. Quand on a ce niveau de dette. Et puis il y a une autre politique aussi qui est affichée, parfois discrètement, parfois plus directement, c'est la sortie de la zone euro, l'éclatement de la zone euro. Et tous les pays connaissent ce débat. Donc il n'y a pas qu'une politique possible, il y en a toujours plusieurs. Il y a les réductions drastiques de dépenses, avec la fin d'un certain nombre de modèles sociaux. Il y a le creusement des déficits, avec le risque de la sanction qui viendra tôt ou tard. Et puis, il y a la politique d'éclatement de la zone euro, de la fin de ce que nous avons construit ensemble. Alors, la politique que je propose, c'est le sérieux budgétaire indispensable, la compétitivité que nous devons rétablir, mais la croissance que nous devons rechercher, et qui passe donc par une réorientation des priorités de l'Europe. Comment? Dans aucune zone monétaire digne de ce nom, les politiques peuvent être laissées à la discrétion des États. Il y a nécessité de la coordination. Sur quelle base? Les pays qui sont en déficit de balance de paiement, en déficit de comptes publics, doivent rétablir dans un délai raisonnable, ce qui fait qu'ils sont en écart par rapport aux autres. Mais à l'inverse, les pays qui sont en excédent de balance commerciale ou qui ont rétabli leur compte public doivent soutenir la demande pour permettre justement à ceux qui sont dans une situation plus difficile de pouvoir avoir le soutien de l'activité. C'est pourquoi une zone monétaire comme la zone euro, et j'y tiens parce que je suis attaché au projet européen, ce n'est pas l'homogénéité, tout le monde faisant la même politique, pas davantage l'hégémonie, certains pays imposant aux autres un modèle, c'est la coordination, la coopération et donc la convergence, ça s'appelle la solidarité. L'Europe, je cite Jean-Paul Fitoussi, est orpheline de la politique, c'est vrai. Ce qui veut dire que l'Europe est née de la politique. Elle ne se relancera que par la politique. Ça veut dire quoi? Par des mots, pas des discours, mais des actes politiques. Des institutions plus solides, un Parlement respecté, un pouvoir identifié, des décisions plus rapides et des moyens mobilisés. Je me fais souvent cette réflexion quand je vais hors d'Europe. Nous sommes regardés quelquefois avec admiration. C'est légitime. Quelquefois avec un peu plus de commisération. Mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Et nous oublions de dire que l'Europe, c'est la première puissance économique du monde. À la fois sur le plan de ses moyens industriels, technologiques, humains. Et nous devons revendiquer cette place.
Donc l'Europe, elle doit prendre conscience d'elle-même et peser dans le destin du monde. C'est le dernier niveau que je voulais évoquer, le monde. Le monde a beaucoup changé depuis une décennie. Considérablement changé. Les rapports de force, les positions, les niveaux de croissance. Les pays émergents ne sont plus émergents. Ils sont aujourd'hui à des niveaux de développement considérables. Des rattrapages ont été faits. Les croissances que nous connaissons en Asie, dans une partie de l'Amérique, sont sans rapport avec les croissances en Europe. Donc, ce nouveau monde qui est en train de se bâtir a besoin de cohésion. Je vois des menaces, compte tenu des tensions qui existent aujourd'hui. J'en vois deux. Le protectionnisme, qui peut être la réponse, continent par continent, parfois pays par pays. De se dire, puisque nous n'y arrivons pas, essayons de rendre plus difficile l'échange. La seconde menace, c'est la guerre des monnaies. Elle est là. D'ailleurs, c'est la même chose, protectionnisme et guerre des monnaies. Et c'est souvent dans les périodes de dépression que ces tentations existent, si on veut faire quelques rappels historiques. Donc nous devons lutter contre le protectionnisme, mais en même temps contre le libre-échange sans règles, sans normes. Les pays européens ne peuvent pas avoir des règles sociales, environnementales, monétaires et continuer sans contrepartie à assurer le commerce avec des pays qui ont transgressé ces règles ou ne les ont pas appliquées. Les échanges totalement libres ne sont pas entièrement justes. Donc la régulation du commerce mondial est l'une des urgences pour la reprise de la croissance. Mais il y a aussi deux exigences que nous devons traiter. La première, c'est de maîtriser la finance folle et de lutter contre les paradis fiscaux. Il ne doit pas y avoir un pays sur la carte du monde où la dissimulation, le blanchiment, la fraude soit tolérée. Personne ne doit pouvoir se croire à l'abri derrière la facilité d'un système fiscal ou la protection d'un secret. Et là-dessus, la volonté de la France ne fléchira pas. Je le dirai aussi bien au G8 en juin qu'au G20 en septembre. Quels sont les principes que nous devons poser? Premier principe, l'échange automatique d'informations au bénéfice des administrations fiscales. Ce doit être la règle dans le monde entier, parce que c'est une règle simple. La France l'a affirmé la semaine dernière, c'était à Dublin, au Conseil des ministres de l'Union européenne. Et nous voulons qu'au sein de l'Europe, ces échanges d'informations soient automatiques, mécaniques, et que ça puisse être d'ailleurs la règle que nous posons avec les pays tiers. Déjà 5 pays ont signé une lettre commune à ce sujet et ce sera à l'ordre du jour du Conseil européen. Cette généralisation doit porter aussi sur des mécanismes de taxation de l'épargne qui doivent être communs à l'ensemble, au moins de la zone euro. Je sais pouvoir compter sur l'OCDE pour travailler dans cette direction, c'est-à-dire sur la lutte contre le blanchiment, sur l'harmonisation des règles fiscales. La seconde exigence que nous devons poser, au-delà de la lutte contre le blanchiment, contre la fraude, contre ce qui désorganise l'économie réelle, perturbe, à juste raison, les opinions publiques. Et ça, c'est une exigence de court terme. L'autre exigence, qui est une exigence de moyen terme, c'est le développement durable. Ce n'est pas un sujet accessoire dont il faudrait attendre la fin de la crise pour le réévoquer. C'est la raison pour laquelle la France organisera la conférence climat en 2015. Parce que aucune politique ne pourra être véritablement soutenable s'il n'y a pas un changement de règles à l'échelle du monde pour l'accès à l'énergie, aux matières premières, pour leur bonne gestion. Voilà l'avenir que nous voulons. Et aucun des défis dont je viens de parler, aucun,
Aussi bien la croissance économique, la mise en ordre de la finance, le règlement des difficultés budgétaires, la réduction des inégalités, l'organisation de l'Europe et des autres continents. Aucun de ces défis ne pourra être véritablement relevé s'il n'y a pas un changement de la gouvernance mondiale. Là encore, prenons des exemples historiques. J'évoquais l'Europe au lendemain de la guerre, et je devrais évoquer le monde au lendemain de la guerre. Qu'a-t-il été capable, là encore, alors même que la guerre n'était pas encore finie? Il a été construit le système de Bretton Woods. Au lendemain de la guerre froide, enfin, quand cette guerre froide est apparue pour ce qu'elle était, nous avons créé une organisation pour que les pays qui se voulaient libres puissent coopérer. Eh bien, aujourd'hui, il en est de même dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons besoin de renforcer la gouvernance mondiale. Ça vaut pour les institutions monétaires, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, mais ça vaut aussi pour ce que j'ai appelé le Conseil de sécurité économique et environnementale, qui devrait être érigé comme il existe un Conseil de sécurité pour prévenir les conflits. Voilà le projet que nous devons porter. Il est exigeant, et ce qui est en jeu. Et je le mesure ici. Et chacun doit avoir à l'esprit ses risques et ses espoirs. Les risques, c'est que les cohésions nationales s'effritent, pays par pays. Les risques, c'est que les populismes grandissent, faute d'espoir. Les risques, c'est que la construction européenne, cette grande aventure, cette grande idée, puisse être un jour discutée. Les risques, c'est que le monde puisse connaître des déséquilibres qu'il ne parviendra pas à résoudre. Alors l'espoir. L'espoir, c'est d'abord, ici en France, de pouvoir montrer la ligne d'horizon, qui n'est pas simplement la bonne gestion des comptes publics nécessaires, qui n'est pas simplement d'avoir une maîtrise de la dépense indispensable. L'espoir, ça doit être de retrouver le chemin de la croissance, le chemin de l'emploi, et avec des filières que nous devons constituer, et avec une stratégie que nous devons porter, et une fierté par rapport à un certain nombre de réalisations, notamment dans le domaine de l'innovation et de la recherche. L'espoir, pour l'Europe, c'est d'être capable de reconstruire son projet politique autour de la coopération, de la coordination, d'investissement commun. L'espoir, c'est un monde qui parvienne à réduire les inégalités, à poser des règles, et à faire en sorte que nous soyons tous responsables du destin commun. Voilà le monde d'après, qui suppose d'abord une France capable de porter sa voix, car cette voix est attendue, une Europe consciente de son avenir, et un monde qui sait qu'il est maintenant lié forcément au destin commun. Nous avons non seulement à préparer ce monde pour la génération qui est là, mais pour la suivante, car un jour, et ce jour est venu, il est possible que la génération actuelle nous demande des comptes avant la génération future. Merci. Mesdames, s'il vous plaît, restez dans vos sièges pour permettre le passage.